Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le croisement s'avère difficile. Je ralentis ou je m'arrête? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, comme tu le vois, donc, il y a assez d'espace pour passer, mais c'est juste. Donc quand c'est juste comme ça, on va faciliter le passage au bus, surtout en agglomération. Donc on ralentit ou si besoin, on s'arrête pour le laisser manœuvrer. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Dans le tunnel, les feux de croisement sont obligatoires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, les tunnels répondent à une réglementation bien spécifique. Alors, notamment, tu sais, quand tu vois un panneau d'indication d'entrée de tunnel. Alors cela signifie deux choses. Cela signifie que les feux de croisement sont obligatoires et que les demi-tours sont strictement interdits. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Le camion pompier veut tourner à droite. Dans ce contexte, A. Je passe. B. Je m'arrête et le laisse passer. Alors, il faut que vous sachiez une chose. Il y a des catégories de véhicules. Et notamment les véhicules d'intérêt général prioritaire. Alors, quels sont ces véhicules? Vous avez d'abord tout ce qui est unité hospitalière, comme le SAMU ou le SMUR. Vous avez ensuite tout ce qui est police et gendarmerie. Ça comprend aussi les douanes et les véhicules de transfert de détenus. Vous avez également les pompiers. Toutes ces catégories de véhicules, lorsqu'elles sont en intervention, c'est-à-dire lorsqu'elles ont leur gyrophare allumé, ou leurs deux temps, lorsqu'elles ont leur gyrophare allumé, elles sont prioritaires à toutes les intersections. Peu importe la signalisation. C'est-à-dire, même s'ils ont un feu rouge, ils sont prioritaires. Même s'ils ont un stop, ils sont prioritaires. Par exemple, alors on va se mettre en situation pour cet exemple-là. Là, on est sur notre voie et en face de nous, un véhicule de pompiers en intervention avec les gyrophares allumés veut tourner à droite. Dans cette intersection, le camion de pompier est un véhicule d'intérêt général prioritaire en intervention, alors je le laisse passer. Je m'arrête et je le laisse passer. La bonne réponse ici est la réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Question numéro 4. Je peux stationner à droite derrière la ligne blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à droite, si tu regardes bien, on a une ligne blanche continue. Donc, qui dit ligne blanche continue, dit qu'on n'a pas le droit de la franchir. On n'a pas le droit de la franchir, donc encore moins se stationner ou s'arrêter derrière.
Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. Ce camion transporte des substances dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu vois juste à droite la plaque sur le camion. C'est une plaque de symbole de danger. Alors, il faut savoir que les véhicules qui transportent des substances dangereuses doivent avoir 2 plaques. Alors, la première, c'est la plaque de code de danger. Alors, elle se présente comme ceci. C'est un petit carré orange avec 2 rectangles. Alors, le rectangle du haut indique le danger. Par exemple, danger d'explosion ou danger d'inflammabilité. Et en dessous, c'est le code de la matière. Par exemple, de l'essence, par exemple de l'hydrogène, par exemple de l'uranium. Ensuite, on a une deuxième plaque. Alors, cette deuxième plaque, elle s'appelle... c'est la plaque de symbole de danger. Donc, par exemple, si vous voyez ce document, c'est cette plaque de symbole de danger. Vous voyez, le numéro 1, par exemple, représente la classe 1. Par exemple, ça, c'est les matières explosives. La classe 2, ce sera les gaz. La classe 7, ce sera les matières radioactives. Alors, à savoir que les véhicules qui transportent donc des substances dangereuses ne peuvent pas mettre ces plaques n'importe où. Par exemple, là, comme le montre le petit dessin, donc la plaque donc, de symbole de danger et la plaque de code danger doivent être placées à l'arrière du véhicule. La plaque de code danger doit aussi être mise à l'avant du véhicule et la plaque de symbole de danger doit être mise en place sur les flancs du véhicule. Bien sûr, leur nombre dépendra aussi de la longueur des véhicules. Mais ça devient beaucoup trop complexe. Pour l'instant, ces informations-là sont suffisantes pour vous. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que ce camion transporte des substances dangereuses ? La réponse est la réponse A. Question numéro 6. Le triangle de pré-signalisation est un équipement obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que... Alors, je vais vous expliquer une chose. Vous pensez souvent que les seuls équipements obligatoires à bord d'un véhicule sont le gilet haute visibilité et le triangle de pré-signalisation. Vous devez savoir qu'il y en a beaucoup plus des équipements obligatoires. Par exemple, vous êtes obligé d'avoir un compteur. Vous êtes obligé d'avoir des essuie-glaces. Vous êtes obligé d'avoir un certain nombre de rétroviseurs. Tout ça, fait partie également des équipements obligatoires. Par contre, ils font partie en fait du véhicule. Donc lorsqu'on parle d'équipement obligatoire pour l'examen du code de la route, on va parler effectivement du gilet haute visibilité et du triangle de pré-signalisation. Alors certes, le triangle de pré-signalisation est un équipement obligatoire. Par contre, vous devez savoir que vous ne pouvez pas acheter n'importe lequel. Il doit être homologué E27R. Donc faites attention quand vous l'achetez. Également, le gilet haute sécurité doit être homologué avec un marquage CE. Donc ici, pour répondre à la question, le triangle de pré-signalisation est un équipement obligatoire. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Cet usager est bien garé. Oui, réponse A, non, réponse B. Il risque une amende de 135 €. Oui, réponse C,
non. Réponse D. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans l'information, ici, cet usager commet un stationnement gênant. Pourquoi ? Parce qu'il est placé, il est arrêté par, à un emplacement qui empêche l'accès ou le dégagement d'un autre véhicule. Donc, ici, pour cette infraction, il encourt seulement une amende forfaitaire de 35 €. Par contre, si il ne bouge pas son véhicule à temps, il risque une immobilisation, c'est-à-dire une mise en fourrière. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 8. Certains médicaments ont les mêmes effets que l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il est vrai que certains médicaments ont des effets semblables à l'alcool, comme la diminution de la vigilance, par exemple. Alors, à savoir que les médicaments ont des pictogrammes. Donc, ce sont des triangles sur fond jaune, orange et rouge qui ont des significations différentes. Alors, le pictogramme jaune, c'est le pictogramme de niveau 1. Il ne vous interdit pas de conduire, mais il nécessite que vous soyez informé des effets du médicament. Ensuite, vous avez le pictogramme de niveau 2, un triangle sur fond orange. Celui-ci, il faut demander l'avis du médecin avant de pouvoir conduire. Mais il ne vous interdit toujours pas de conduire. Par contre, le pictogramme triangle sur fond rouge, lui, de niveau 3, vous interdit de conduire. Et pour reprendre la conduite, il faut demander l'avis de votre médecin. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Je circule hors agglomération. La signalisation indique un passage à niveau. Avec barrière, oui réponse A, non réponse B. À 150 mètres. Oui réponse C, non réponse D. Alors, ici, on a une triple signalisation. Alors, tout d'abord, le panneau triangulaire. Donc, ce panneau indique la présence d'un passage à niveau avec barrière. À ne pas confondre avec son pendant, qui est ce panneau, et qui indique un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Juste en dessous de ce panneau, on a un panonceau. Et comme d'habitude, le panonceau vient préciser le panneau qui est au-dessus. Et donc le panonceau, il nous dit quoi ? Il nous dit que ce passage à niveau sera accompagné d'un feu clignotant. Également, en dessous, on a ce qu'on appelle des balises. Alors, ces balises vont te donner la distance à laquelle se trouve ce passage à niveau. Alors, lorsque cette balise a 3 bandes rouges, alors cela veut dire que le passage à niveau se trouve à 150 mètres. Lorsque cette balise a 2 bandes rouges, ça veut dire que le passage à niveau se trouve à 100 mètres. Et lorsque la balise a qu'une seule bande rouge, c'est que le passage à niveau se trouvera à 50 mètres. Donc ici, je circule, la signalisation indique un passage à niveau avec barrière, la bonne réponse est la réponse A. À 150 mètres, la bonne réponse est la réponse C.
Question numéro 10. Je veux vendre ma voiture qui a plus de 4 ans. Un contrôle technique doit être réalisé 6 mois avant la vente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, concernant la vente des véhicules et le contrôle technique, c'est très simple. Si votre véhicule a moins de 4 ans, alors, pas besoin de réaliser un contrôle technique. S'il a plus de 4 ans, vous devez, avant la vente, effectuer un contrôle technique de moins de 6 mois. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Après un accident, l'autre automobiliste refuse de remplir le constat. A. Je l'oblige. B. Je note sa plaque d'immatriculation. Alors, pour information, un constat se présente comme suit. Il y a une page de garde, qui est bleue. Ensuite, il y a un recto et un verso. Alors, dans le recto, c'est surtout des cases qui sont pré-remplies. Donc avec le numéro d'assurance, les noms, le numéro aussi du permis de conduire. Et au verso, il y a plusieurs informations, notamment on peut mettre des observations et des remarques. Et la page qui est en verso nous concerne nous. D'accord ? Ce n'est pas à l'autre automobiliste de la remplir. Alors, lorsque je fais un accident avec un autre automobiliste, l'autre automobiliste n'est pas obligé de remplir le constat. Il peut refuser. Cependant, vous, ce que vous pouvez faire, c'est justement, en verso, noter sa plaque d'immatriculation et noter qu'il refuse de remplir le constat. Autre chose, sachez également que ce sont des constats uniformisés, qui sont valables dans toute l'Union européenne. Comme vous pouvez le voir en page de garde, il y a bien marqué constat européen d'accident. Donc, peu importe dans quel pays vous soyez lorsque vous faites votre accident, en tout cas en Union européenne, vous pouvez remplir le constat français. Si vous faites un accident en Allemagne, vous pouvez remplir le constat français en langue française. D'ailleurs, regardez, ce sont exactement les mêmes. Par exemple, là, ici, j'ai un constat allemand. Ce sont exactement les mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est bon à savoir, surtout lorsqu'on voyage. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 12. Le véhicule A tourne à gauche. Il doit céder le passage au véhicule B. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on a une route à double sens. Le véhicule A, lui, veut tourner à gauche. Le véhicule B, lui, va tout droit. Donc ici, le véhicule A n'est pas sur sa voie. Donc, il va traverser une voie qui ne lui appartient pas. Donc ici, le véhicule B est donc prioritaire. Donc dans cette situation, le véhicule B passe, puis le véhicule A tourne à droite. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 13.
Une femme enceinte, réponse A, est dans l'obligation de porter sa ceinture de sécurité. Réponse B, est autorisée à retirer sa ceinture de sécurité. Alors, la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les usagers d'un véhicule. Donc si vous êtes à l'intérieur d'un véhicule, que vous soyez conducteur ou passager, vous êtes obligé de mettre votre ceinture, que vous soyez un enfant, que vous soyez une femme enceinte, peu importe. Alors, effectivement, il faut savoir qu'il y a des dérogations. Mais ça, ce sont des cas vraiment particuliers. Il y a des dérogations préfectorales. Il faut passer devant un médecin agréé par la préfecture pour pouvoir justement avoir ces dérogations. Mais dans le cas général, la loi dit que la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Je dois vérifier régulièrement le niveau d'huile du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, il va falloir vérifier ton niveau d'huile très régulièrement. Alors, régulièrement, ça va dépendre vraiment de l'utilisation que tu as de ton véhicule. À savoir que la jauge du réservoir d'huile doit être remplie entre le maximum et le minimum. S'il est en dessous du minimum, alors tu dois compléter le niveau d'huile. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Je suis dans la voie de droite. Je suis bien placé pour tourner à gauche à l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question très intéressante. Regarde le marquage au sol. La voie de gauche est délimitée par une ligne épaisse discontinue. Donc, la voie de gauche est une voie réservée. Tu sais, un peu comme les voies de bus. Sauf que là, regarde, sur cette voie de gauche, il a un marquage au sol qui montre une flèche qui tourne vers la gauche. Donc, c'est une voie réservée aux véhicules qui tournent à gauche. C'est ce qu'on appelle une voie de stockage. Alors, concrètement, c'est quoi une voie de stockage ? Comme tu le vois sur cette animation, cette voie de stockage sera réservée aux personnes qui veulent tourner à gauche. C'est là qu'on va stocker, donc voie de stockage, c'est là qu'on va stocker les véhicules qui veulent tourner à gauche à l'intersection afin de libérer la voie de droite pour aller tout droit. Donc, pour répondre à la question, je suis dans la voie de droite, est-ce que je suis bien placé pour tourner à gauche à l'intersection ? Non. La bonne réponse ici est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC,
durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 16. 2 jours, les motos sont dans l'obligation de rouler avec les feux. Réponse A, de croisement. Réponse B, de route. Réponse C, de position. Alors, les 2 roues motorisées sont dans l'obligation de rouler avec les feux de croisement 2 jours afin d'être mieux vus par les automobilistes. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 17. Quels sont les moyens de déplacement non polluants? Réponse A, le vélo. Réponse B, la trottinette. Réponse C, la voiture. Alors ici, bien sûr, comme moyen de déplacement non polluant, on aura tout d'abord le vélo et puis la trottinette. Bien sûr, la voiture ne sera pas un moyen de déplacement non polluant car il émet du CO2. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 18. Je peux m'insérer sur la file située à ma gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, première chose, regarde la ligne qui te sépare de la file qui est à gauche. Cette ligne, elle est discontinue. C'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Donc cette ligne de dissuasion te dissuade, t'empêche ou t'interdit, c'est ça, dissuader, cette ligne t'interdit de la franchir. Tu n'as pas le droit de franchir cette ligne, à part à 2 exceptions. Ces exceptions, tu pourras les voir dans l'information directement. Donc ici, strictement interdit de franchir cette ligne et donc d'aller sur la file de gauche. Surtout que, deuxième raison, si tu regardes le rétroviseur intérieur, sur cette file, il y a déjà un véhicule. Donc, pour ces 2 raisons, je ne peux pas m'insérer sur la file de gauche. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. Si la voiture avance jusqu'au céder le passage, le camion pourra tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, c'est un sujet qu'on a déjà traité dans un autre test. Ici, on va parler de rayon de braquage. Donc un camion, de par sa longueur, aura toujours un rayon de braquage plus grand que celui d'une voiture. Dans ce cas-là, si la voiture s'était avancée jusqu'au pointillé du céder le passage, le camion ne pourrait pas tourner correctement. Il le toucherait, tout simplement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20.
Le camion se rabat sur ma voie. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je maintiens mon allure. Alors ici, on a un camion qui se rabat sur notre voie. Alors, si j'accélère, qu'est-ce qui va se passer ? Si j'accélère, je vais rentrer en collision directe avec le camion. Et en plus, ce sera moi le fautif. Ensuite, est-ce que je maintiens mon allure ? Si je maintiens mon allure, c'est vrai, il ne va pas y avoir de collision et le camion pourra s'insérer. Cependant, regardez bien, si je maintiens mon allure, ma distance de sécurité ne sera pas suffisante. Parce que déjà, ici, il n'y a même pas une seule ligne de rive qui nous sépare. Or, pour une distance de sécurité réglementaire, il en faut 2. Donc ce que je fais ici, c'est que je ralentis pour pouvoir disposer d'une distance de sécurité réglementaire de 2 lignes de rive. La bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 21. En période probatoire, je ne cède pas la priorité à ce véhicule. J'encours. Réponse A, une contravention de 4e classe. Réponse B, un retrait de 3 points. Je vais devoir participer à un stage obligatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si vous refusez, comme ici, la priorité à droite à ce véhicule rouge, écoutez, vous encourez, donc c'est une contravention de 4e classe, et vous encourez un retrait de 4 points, et non 3 points, c'est 4 points. Est-ce que je vais devoir participer à un stage obligatoire ? Étant donné que tu es en période probatoire, si tu fais une infraction où tu perds 3 points ou plus d'un coup, alors tu es obligé de participer à un stage obligatoire. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 22. Il est préférable d'écouter de la musique avec A. Des écouteurs, B. La radio. Alors, bien sûr, il est totalement interdit d'écouter de la musique avec des écouteurs ou un casque. Si vous voulez écouter de la musique, utilisez votre poste de radio. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Je vérifie la pression de mes pneus. Réponse A, une fois par mois. Réponse B, une fois par an. Alors, tu dois vérifier la pression de tes pneus une fois par mois. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Je tourne à droite. Je cède la priorité aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors là, tu vois, on est dans une intersection qui est régie par des feux. Si tu remarques bien, donc à droite, il y a le piéton, mais il y a aussi le feu du piéton qui lui est au vert. À savoir que dans une intersection, ce sera toujours comme ça. Si, regardez, là on est la voiture rouge en bas. Et donc si toi, le feu est vert pour toi, et que tu veux tourner dans une rue perpendiculaire à l'intersection, alors il sera vert pour le piéton. Et ce sera toujours comme ça. Donc, ici, bien sûr, on cède la priorité au piéton. Sinon, c'est un refus de priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Je programme mon GPS avant de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, il ne faut jamais programmer son GPS pendant la conduite. On le programme avant de démarrer le véhicule, avant son trajet. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a des lignes discontinues larges. Donc, ces lignes discontinues larges viennent en fait matérialiser, on l'a vu plusieurs fois, une voie réservée. Donc, à notre droite, on aura une voie réservée. Donc, la seule voie qui nous est disponible ici, c'est la voie de gauche dans laquelle on est. En fait, c'est la voie régulière. Donc ici, est-ce que je suis bien placé ? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 90 km/h, réponse D, 100 km/h. Alors, pour répondre à cette question, tu dois déjà connaître deux notions très importantes. Les notions de cours, qui sont les étendues de prescription pour les panneaux d'interdiction et également la vitesse maximale autorisée selon les types de routes. Alors, commençons déjà par les étendues de prescription des panneaux d'interdiction. Comme tu le vois ici, on a un panneau de fin d'interdiction de limitation de vitesse à 70 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regarde bien cette petite animation. Si tu vois ce panneau, ça veut dire que avant, il y avait ce panneau d'interdiction. Donc, entre ces deux panneaux, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Mais qu'est-ce qui se passe après le panneau de fin d'interdiction ? Après le panneau de fin d'interdiction, la vitesse maximale autorisée dépendra de la vitesse réglementaire selon les types de routes. Alors, des types de routes, t'en as plusieurs. T'as les autoroutes, tu as les routes à chaussée séparées, tu as les routes à double sens de circulation avec créneaux de dépassement. Et enfin,
tu as les routes à double sens de circulation. Et c'est le cas ici. On est dans une route à double sens de circulation. Et quelle est la vitesse réglementaire maximale sur une route à double sens de circulation ? Eh bien, c'est 80 km/h. Donc, pour répondre à la question, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 80 km/h parce qu'on aura passé le panneau de fin d'interdiction. La bonne réponse est donc la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 28. Sur certains véhicules, je peux démarrer la voiture à distance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Démarrer le moteur à distance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, maintenant dans les nouvelles voitures, on peut faire plein de choses à distance. Hein. On peut démarrer la voiture à distance, on peut ouvrir, fermer les portières à distance, on peut aussi fermer les fenêtres à distance. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 29. Je roule à 127 km/h sur autoroute. Réponse A. Je dépasse les deux poids lourds en une seule fois. Réponse B. Je me rabats entre les deux poids lourds. Alors, ici, question très intéressante également. Alors, là, je roule à 127 km/h. Il faut bien comprendre, en tout cas, il faut que vous sachiez que la vitesse maximale autorisée pour un poids lourd sur autoroute est de 90 km/h. Il ne peut pas rouler plus vite. Il n'a pas le droit. Alors, ici, étant donné que je roule à 127 km/h, je vais être obligé de dépasser ces deux camions. Hein, il y a 40 km/h de différence entre nous et le poids lourd. Donc on va devoir les dépasser quoi qu'il arrive. Donc la question qui se pose entre la question A et B, c'est est-ce qu'on les dépasse d'un coup ou est-ce qu'on se rabat après avoir dépassé le premier poids lourd ? Bah, là, c'est très simple. Regardez, on peut voir que derrière le camion blanc, on a une ligne de rive entière. Et que juste à côté de nous, enfin le camion le plus proche de nous à droite, on voit qu'il vient juste de passer sa ligne de rive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si moi je les dépasse et que je me mets entre les deux camions, je ne vais pas pouvoir respecter ma propre distance de sécurité parce qu'il n'y aura pas de ligne de rive qui va me séparer du camion qu'il y a devant moi. Donc effectivement, ici, je dépasse les deux camions en une seule fois pour respecter la distance de sécurité. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. L'organe du corps qui élimine majoritairement l'alcool est réponse A, le rein, réponse B, le foie. Cet organe élimine entre, réponse C, 0,1 à 0,15 g par litre de sang par heure, réponse D, 0,25 à 1,5 g par litre de sang par heure.
Alors, l'organe qui élimine majoritairement l'alcool est le foie. Il élimine 95% de l'alcool ingurgité. Il faut aussi savoir que tous les autres organes, en fait, permettent d'éliminer l'alcool. Que ce soit les poumons, la peau, tous les organes permettent d'éliminer l'alcool, mais seulement à 5%. Donc, l'organe qui élimine l'alcool majoritairement, c'est le foie. Cet organe élimine entre 0,1 à 0,15 grammes par litre de sang par heure. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout ne te dis pas « Ah ben c'est pas grave ». Les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 31. Ce véhicule s'engage sur la route principale. Il bénéficie de la priorité à droite sur les véhicules venant de sa gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Il doit marquer l'arrêt avant de s'engager. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, les véhicules qui viennent de sa gauche devront lui laisser la priorité à droite. Alors, oui, mais ça c'est quand t'es dans une route normale. Là, il sort d'un chemin de terre. Quand un véhicule sort d'un chemin de terre, il ne bénéficie pas de la priorité de passage. C'est-à-dire, il ne bénéficie ni de la priorité à droite, ni de la priorité à gauche, ni aucune priorité. Aussi, ici, il n'est pas obligé de s'arrêter avant de s'engager sur la route. S'il n'y a personne sur la route, il peut s'engager sans s'arrêter. Par contre, il devra céder le passage aux véhicules qu'il y a sur la route, s'il y en a. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 32. Après ce panneau, la vitesse est limitée à réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h. Après le panneau, je peux rouler à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse C,
Non, réponse D. Comme le montre ce panneau qui est un panneau de fin d'agglomération, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, comme le montre le document que vous trouverez dans l'information. Après ce panneau, est-ce que je peux rouler à la vitesse maximale autorisée ? Eh bien non. Pourquoi ? Parce que la chaussée ne permet pas de rouler à cette vitesse maximale autorisée. Vous voyez bien qu'il y a du verglas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 33. Je roule à 100 km/h. La distance d'arrêt est de réponse A, 100 mètres. Réponse B, 60 mètres. Alors, tu dois savoir une chose. Pour passer l'examen du code de la route, tu dois savoir calculer différents types de distances. Tu as la distance de sécurité, la distance parcourue pendant le temps de réaction, la distance d'arrêt sur sol mouillé et la distance de freinage. Donc, il faut absolument que tu saches les calculer, mais également qu'il y a certaines de ces distances que tu dois savoir estimer. Bon, on en revient à la question. Je roule à 100 km/h, quelle est la distance d'arrêt ? Pour calculer la distance d'arrêt, c'est très simple. Tu prends le nombre des dizaines, ici 10, et tu le multiplies par lui-même. Donc 10 fois 10, 100. La distance d'arrêt à 100 km/h est de 100 mètres. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Je suis sur autoroute. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, est-ce que ma distance de sécurité est bonne ? Là, c'est vraiment une question de cours. Hein. On a vu ça plusieurs fois dans la formation. Donc, pour savoir si la distance de sécurité est bonne, on regarde les lignes de rive à droite. Donc, on a bien ici à peu près 2 lignes de rive qui nous séparent avec le camion. Donc, la distance de sécurité est bonne. Est-ce que je peux dépasser le camion ? Plusieurs choses. Déjà, regardez le compteur de la voiture. Je suis à 110 km/h. Alors que le camion, lui, roule à 90 km/h maximum. Donc il y a plus de 20 km/h de différence entre nous et le camion. En plus, quand on regarde le rétro gauche et le rétro intérieur, il n'y a personne à l'horizon. Donc effectivement, je peux dépasser le camion. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 35. Question numéro 37. Ce panneau indique une interdiction de stationner du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique une interdiction de stationner du 16 au 31. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 36. Conduire et passer un appel via le Bluetooth est passible d'une contravention de 4e classe. Oui, réponse A. Non, réponse B.
multiplie le risque d'accident par 3, réponse C. 5, réponse D. Alors, il n'est pas interdit de passer un appel via le Bluetooth de votre véhicule. Cependant, c'est très déconseillé car vous multipliez le risque d'accident par 3. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. Je marque l'arrêt avant le passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors cette question, il me semble qu'on l'a déjà vu même dans ce test-ci qu'on est en train de faire. Donc ici, on a un passage piéton qui n'est pas régulé par une signalisation lumineuse. Donc, ceux qui sont prioritaires, c'est les piétons. Donc ici, je dois m'arrêter et laisser passer les piétons. Sinon, c'est d'un déni de priorité. 6 points en moins, 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Le véhicule est bien garé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça va paraître bizarre pour certains, mais en fait, le véhicule est même très bien garé. En fait, il faut savoir que quand on se gare en pente, il faut toujours tourner les roues vers le trottoir au cas où s'il y a un dysfonctionnement du frein à main. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond
vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Question numéro 39. Je suis fatigué. Réponse A, je me repose. Réponse B, je bois un café et continue à rouler. Alors, ça peut paraître une question idiote ou bête pour certains. Cependant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que le café permet de tenir la fatigue, permet de contrer la fatigue. C'est faux, c'est même le contraire. Hein. Un café, ça va pas vous aider à tenir. Hein, donc quand on est fatigué, la seule chose qui va faire partir la sensation de fatigue, c'est de se reposer. À savoir aussi également que, donc selon l'organisme national interministériel de la sécurité routière, donc la fatigue est responsable d'un tiers des accidents mortels sur autoroute. Donc c'est un facteur très important d'accidentologie et de mortalité sur la route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Le niveau d'huile doit se situer entre le minimum et le maximum de la jauge. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comment savoir si le niveau d'huile est correct dans votre véhicule? Alors, ce que vous allez faire, moteur à froid et sur sol plat, vous allez retirer premièrement la jauge, vous allez la nettoyer avec un chiffon, puis vous allez la replacer et la retirer pour regarder le niveau d'huile. Si le niveau d'huile est entre le minimum et le maximum, c'est que le niveau d'huile est correct. Par contre, s'il est en dessous du minimum, il faudra alors rajouter de l'huile dans le réservoir d'huile, qui est un autre bouchon, situé juste au-dessus en général. Donc ici, est-ce que le niveau d'huile doit se situer entre le minimum et le maximum de la jauge? La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications.
Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.